La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. L'origine de la vie est une question encore ouverte, même si de nombreuses avancées ont eu lieu ces dernières années. L'exobiologie, une science récente, traite de cette question sous toutes ses formes, depuis la formation des systèmes planétaires jusqu'à l'analyse des molécules du vivant. Est-ce que la vie sur Terre est née dans l'argile, dans les fonds des océans? Est-ce qu'elle vient de l'espace? Autant de questions dont les points d'interrogation seront encore présents, sans doute, pendant de nombreuses années. Cependant, sans résoudre le problème de la vie en soi, des avancées importantes ont été accomplies ces dernières années. On sait en particulier que les grands nuages de gaz galactiques dans lesquels se forment les nouvelles étoiles, entourées de planètes, contiennent des molécules déjà très complexes, les briques de base des molécules du vivant. Pour nous parler de ces molécules interstellaires, j'ai avec moi aujourd'hui Nathalie Brouillet, qui est astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de l'Université de Bordeaux et qui travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Nathalie enseigne à l'Université de Bordeaux et elle intervient souvent auprès des jeunes dans les classes primaires et dans les classes secondaires de collège et de lycée. Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. Nous allons parler de toutes ces molécules et de leur importance au moment de la formation des planètes. Mais auparavant, il faut déjà décrire ces grands nuages galactiques et la manière dont se forment les étoiles et leurs systèmes planétaires. Ensuite, comment on découvre les molécules qui sont dans l'espace, comment on sait qu'elles existent. Et ensuite, on pourra dire quelques mots sur la relation avec le vivant. Je pense que tout cela demandera au moins 2 émissions. Alors tout d'abord, Nathalie, peux-tu expliquer ce que sont ces nuages interstellaires, ces berceaux de nouveaux systèmes planétaires dans notre galaxie? Oui, alors on parle de grands nuages de gaz, donc déjà il faut avoir conscience que ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on connaît bien dans notre atmosphère. C'est plus grand, déjà. Énormément plus grand puisque c'est Et c'est pas la même composition chimique. aussi, voilà, donc ça n'a rien à voir, mais ça s'appelle quand même des nuages. Alors pourquoi est-ce qu'on dit nuages? Parce que ce sont des grands rassemblements d'atomes, de molécules. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, les atomes, vous connaissez l'atome de carbone, d'oxygène, une molécule c'est un assemblage d'atomes, voilà. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que dans l'espace, il n'y a rien, il y a le vide entre les étoiles, mais en fait ce n'est pas vrai. Entre les étoiles, il y a ces immenses nuages de gaz. Attends, excuse-moi, mais ces nuages de gaz, c'est aussi ce que les gens appellent des nébuleuses. On voit la nébuleuse d'Orion, par exemple. Effectivement. Alors la nébuleuse, en fait, c'est particulier, c'est une partie de ces nuages de gaz. C'est la partie que l'œil va pouvoir voir parce que, si on peut dire d'une certaine façon, qu'il y a une étoile dans ce nuage qui éclaire et l'œil pouvait voir cet immense nuage de gaz, il couvrirait en fait une très très grande partie du ciel. Et toute la constellation d'Orion, pour les gens qui connaissent la constellation, qui est très grande dans le ciel. Et ça, c'est intéressant. Et alors, on peut étudier le reste? Ce qu'on voit pas à l'œil nu? Oui, alors un petit dieu, le reste, on parle de l'œil nu, en fait, c'est qu'on va être capable de voir la lumière qu'on appelle visible. C'est-à-dire ce à quoi notre œil, qui est un détecteur, est sensible. Mais la lumière, c'est plus que ça. Tous les gens ont passé des radios, on a utilisé des rayons X, c'est une sorte de lumière, mais à ce qu'on appelle à une autre fréquence. Quand on parle des ultraviolets l'été, c'est pareil, c'est de la lumière aussi, mais à une autre fréquence. Et pour avoir cette notion de différentes fréquences, tout le monde a déjà vu un arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est la décomposition de la lumière visible dans les différentes fréquences. Et donc, on prend cet arc-en-ciel. Si on part du côté bleu, on va avoir donc après l'ultraviolet, les rayons X. Et si on part du côté rouge, on va avoir l'infrarouge et tout le domaine de la radio qu'on connaît bien avec les téléphones portables, les micro-ondes, les fours micro-ondes. Et puis, évidemment, la radio, la télévision. Voilà. Donc, quand tu dis la radio, la télévision, ça veut dire les ondes électromagnétiques qui vont d'une antenne à l'autre. Ça veut pas dire ce qu'on entend. Non. Voilà, c'est que c'est important de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, le mot onde, le mot fréquence, on l'utilise aussi pour les ondes sonores. Actuellement, vous m'entendez, parce que ce sont des ondes qui se propagent. Mais ces ondes, elles ont besoin d'un milieu pour se propager, qui est l'air. L'air, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas, mais là aussi, il est composé d'atomes de molécules et il aide ces ondes à se propager. Les ondes radioélectriques, effectivement, elles n'ont pas besoin de milieu pour se propager. C'est pour ça qu'elles peuvent se propager dans l'espace. Et donc, mais ce sont aussi ce qu'on appelle une onde et elles n'ont pas les mêmes caractéristiques d'ailleurs. Elles n'ont pas la même vitesse de propagation, elles n'ont pas les mêmes fréquences.
Et donc, ce sont ces ondes-là qu'on va récupérer, nous, pour observer le ciel, avec d'autres instruments, comme les radiotélescopes, qui, eux, vont être capables de capter ces ondes radioélectriques dans le domaine radio. Alors c'est ce que vous faites, donc pour observer ce qu'on voit pas, à l'œil ou à l'œil ou même au télescope visible de ces grands nuages de gaz, vous «voyez» entre guillemets, avec des ondes radioélectriques. Exactement. Donc, on a ce qu'on appelle des radiotélescopes, ça ressemble au radar, tout le monde a déjà vu des radars. Sauf que le radar, lui, va émettre un signal et ensuite le récupérer. Nous, on n'émet pas de signal, on récupère simplement ce signal. Et donc, on va récupérer le signal qui est émis par les atomes, les molécules, qui sont en particulier dans les grands nuages de gaz dont on parle. Alors comment vous faites pratiquement? Vous avez des radiotélescopes et comment vous faites pour analyser tout ça? Les signatures spectrales, ça veut dire quoi? Donc comment est-ce qu'on observe les molécules? Comment est-ce qu'on détecte des molécules? Justement, donc on utilise beaucoup ce mot de signature spectrale. Alors spectrale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un spectre, c'est la décomposition de la lumière, et signature parce que chaque molécule, chaque atome a une émission bien particulière. Ça, ce sont mes collègues en laboratoire, les physiciens, les spectroscopistes, qui étudient ces molécules et ces atomes en laboratoire et qui voient que ces atomes, ces molécules, ont des fréquences bien déterminées à laquelle ils peuvent émettre. Et nous, derrière notre radiotélescope, on a des récepteurs. Comme vous, avec votre radio, vous avez votre récepteur. Alors, si à Toulouse, vous branchez votre récepteur sur 97,9 MHz, eh bien, vous entendrez radioprésence. Eh bien, nous, on va brancher notre récepteur, par exemple, à 115, alors gigahertz, ça, c'est plus des mégahertz, c'est des gigahertz. Je pointe mon radiotélescope vers une région du ciel, par exemple la région d'Orion. Et si je reçois un signal, ça veut dire que la molécule CO est présente en grande quantité et peut m'envoyer un signal. Un signal particulier quand même, parce qu'en fait, ce que vous observez, c'est plein de signaux différents. Il faut repérer quel signal correspond à quelle molécule et ça, vous le savez par ce qui a été fait au laboratoire avant? Exactement, voilà. Donc là, on se base vraiment sur nos collègues qui ont étudié ces molécules en laboratoire et donc on leur fait confiance. Et effectivement, si on voit à la fréquence dont ils nous ont indiqué un signal, on sait que c'est cette molécule-là. Alors, tu vas nous décrire peut-être tout ce que vous découvrez comme molécules, dans l'espace, mais je pense qu'on pourrait revenir un petit peu sur, la formation des nouvelles étoiles et souvent avec des planètes. On peut se dire que si les étoiles et les planètes sont formées à partir de ces nuages-là, peut-être que on va retrouver la même composition, les mêmes molécules. Comment ça se passe en fait la formation des étoiles et des planètes là-dedans, dans ces grands nuages de gaz? Mais en fait, donc ces nuages sont immenses et donc pour des raisons où le nuage va être perturbé, par exemple une supernova qui va exploser, les atomes, les molécules, les grains de poussière dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi dans ces nuages-là, vont s'attirer mutuellement et plus ils vont se rapprocher, plus ils vont saturer. Et donc en fait, cette partie du nuage va, on peut dire, collapser et se devenir très très dense. Collapser, ça veut dire s'effondrer. Collapser, c'est si tu me permets, c'est un anglicisme. Alors les auditeurs vont apprendre ça, le mot collapser. Moi je trouve que c'est amusant parce que ça montre aux auditeurs que c'est vrai qu'entre scientifiques, on emploie souvent des mots anglais. Bon, là aussi, il faut avoir conscience que on travaille de façon internationale. On travaille jamais seul dans son coin et souvent avec des collaborateurs de tous les pays du monde. Et donc, la langue universelle, c'est l'anglais. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écrit est en anglais. Donc, effectivement, on a peut-être des tendances, des faux. Donc reparlons français. Ça veut dire que dans ces grands nuages de gaz, il y a une instabilité qui se produit, par exemple, parce qu'il y a une onde de choc ou quelque chose. Il y a de la matière qui se condense un petit peu. Une fois que la matière a commencé à se condenser, elle attire l'autre matière et c'est ça, en fait, l'effondrement ou collapse gravitationnel, c'est que la matière attire encore et à partir d'un certain moment, ça peut devenir une étoile. Une étoile, parce qu'au centre, effectivement, la température va s'élever de plus en plus et elle va atteindre des températures telles que la fusion de l'hydrogène va pouvoir s'amorcer et c'est ce qu'on appelle alors une étoile. Et alors, la plupart du temps, c'est pas seulement une étoile qui se forme, mais il y a un disque autour qui devient des planètes après. Voilà. Et ce disque, en fait, c'est simplement ces atomes, ces molécules, ces grains de poussière qui sont dans le nuage au départ, qui effectivement vont rester autour de l'étoile et qui eux aussi ont Et il y a des jeux de rotation. de rotation. Ouais, effectivement, tout va tourner. Donc le nuage aussi n'est pas immobile dans l'espace. Voilà, donc tout tourne. Tout tourne. Et effectivement, ce nuage, ce disque autour de l'étoile va tourner. Les grains, là aussi, vont s'amonceler les uns avec Ah ben, c'est vrai qu'il y a des autres. grains, c'est pas évident. Dans ces nuages de gaz, on a parlé de gaz, de molécules, mais il y a Après, aussi des grains. voilà, j'ai parlé de ces poussières. Ces poussières, c'est des petits grains qui sont tout petits, de la taille de nanomètres, de 100 nanomètres, hein, c'est-à-dire
1000 fois, 1 million de fois plus petit qu'un millimètre, donc c'est tout petit. Mais c'est des assemblages effectivement d'atomes. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi dans le milieu, gazeux? On n'en a pas encore parlé, mais on va trouver essentiellement de l'hydrogène, du carbone, aussi du silicium. Donc ces petits grains sont des grains de carbone, de silicium avec de l'eau glacée aussi, et ces petits grains vont s'accréter les uns avec les autres, pour grossir et former des planètes. Justement, tu parles d'hydrogène. On n'était pas allé tout à fait jusque-là tout à l'heure quand tu disais que c'était pas du tout la même chose que les nuages dans notre ciel. Les nuages de notre ciel, c'est pas de l'hydrogène. Il y a beaucoup de vapeur d'eau et puis de l'oxygène et de l'azote qu'il y a dans notre air, hein, donc c'est très, Oui, très c'est différent. très différent. Alors l'hydrogène, c'est l'atome le fondamental, enfin le plus simple qui existe, donc c'est celui qu'on va trouver, de façon, universelle dans notre monde et le plus abondant. Et il faut voir que dans ces nuages, effectivement, la chimie qui peut s'y produire est très, très différente de la chimie qu'on connaît sur Terre. Déjà, simplement parce que les conditions physiques sont très différentes. On a des températures dans ces nuages qui sont de l'ordre de -200 °C. On a des densités de nuages. Alors, c'est quoi la densité? C'est si on prend, par exemple, un petit cube de 1 centimètre de côté, vous voyez, un petit dé, je dirais. Sur Terre, on ne se rend pas compte, mais 1 centimètre cube d'air, on va avoir 20 milliards de milliards de molécules. Alors dans l'espace, notre petit cube va contenir un atome d'hydrogène parfois. Ah, un atome d'hydrogène et il y a pourtant des réactions. Bon, on va Oui. expliquer ça la semaine prochaine parce qu'on arrive là à la fin de l'émission. Donc on a vu ce que c'était que les nuages, les grands nuages de gaz galactique. On a vu qu'il y avait des molécules dedans, mais tu vas nous en reparler et on a vu qu'il se formait dedans, des étoiles et des systèmes planétaires, donc qui dépendent de justement tout ce qui se passe dans ce grand nuage de gaz. Donc il faut étudier en détail tout ce qui se passe dans ce grand nuage de gaz. Tu nous diras ça la semaine prochaine? Avec plaisir. La semaine prochaine alors. Merci, c'est dit.